connaissez tous Gérard Pommier. Il va se présenter lui-même peut-être. Tu appuies là. Bon, merci à Joseph. Merci à Joseph Marceau et à son association qui a été le fer de lance de cette organisation qui en effet est une première à l'Assemblée nationale. Voilà. Bon, alors je vais essayer de dire quelques mots sur à quoi ça sert la psychanalyse exactement. Ça, c'est pas facile de répondre en 20 minutes, mais juste donner une idée. Alors, bon, parce qu'il y a une première chose qu'on peut dire, c'est que vu de loin, la psychanalyse a l'air d'être utile seulement pour dénouer des problèmes personnels. Ça semble servir à certaines personnes qui souffrent en secret. Ça semble servir aux personnes qui sont angoissées, qui n'arrivent pas à dormir, sans savoir pourquoi exactement. Quelque chose leur tourne dans la tête, ils ne savent pas pourquoi. Et à quoi ça sert l'analyse? Ça leur sert à saisir la raison, peut-être de manière indirecte, mais à la saisir quand même de façon à se soulager d'un passé qui n'est pas passé, parce que souvent le passé est sans arrêt au présent, et qui remonte parfois, c'est un passé qui surgit parfois, même souvent, de la plus profonde enfance. C'est ça qui est au fond, le travail le plus singulier de la psychanalyse, c'est avoir l'actualité de l'enfance, l'enfant qui est en nous. Par exemple, je vais prendre 2 petites vignettes juste pour donner une idée du moment où quelque chose fait un petit éclair qui soulage, c'est ça. C'est à coups de petits éclairs, des fois ça prend un temps, jusqu'à dénouer complètement une question. Mais par exemple, là, un patient qui... de quoi il se plaint? Il est très angoissé, il aime beaucoup sa femme, mais il n'arrive plus à faire l'amour avec elle. Au fond, c'est un peu banal, il faut bien dire, mais pour lui, il apparaît assez vite que c'est embarrassé par son amour d'enfance pour sa mère, que l'amour est grévé de la présence maternelle. D'ailleurs, quand il est à la maison avec sa femme et ses enfants, comment est-ce qu'il appelle sa femme? Vous l'avez deviné, maman. Voilà, évidemment, comme je lui dis, ça ne va pas vous aider beaucoup. Ça ne va pas vous aider beaucoup. Mais que je lui dise ça, ça lui sert absolument à rien. Parce que le déclic vient pas comme ça. Le déclic vient pas comme ça. Alors après ça, il me raconte un rêve. Il me raconte un rêve où, dans ce rêve, il veut divorcer de sa femme et puis il veut la réépouser. Puis au moment de dire réépouser, il fait un lapsus, il dit repousser, clac. Voilà. Donc ça fait l'espèce de déclic qui le fait rire et entrant en séance angoissé, il en ressort le sourire aux lèvres. C'est une petite chose, mais c'est une petite chose qui change la vie, une vie comme ça de tous les jours. Un autre exemple rapide, un patient qui est terrorisé à son travail par sa hiérarchie, paralysé par toutes les personnes qui ont une autorité quelconque. Alors, il me parle de ça, de son rapport à l'autorité constant, c'est-à-dire il donne de l'autorité, y compris à des gens qui n'en ont pas forcément. Il est toujours en train de trembler. Et puis il me parle d'un coup de téléphone qu'il vient d'avoir avec son père. Il décroche le téléphone. Il veut lui dire à la fois « hello » et en même temps il veut lui dire « salut ». Qu'est-ce qu'il lui dit? « Salaud ». Voilà, carrément. Bon, alors ça c'est encore un autre exemple de déclic. Alors on voit des petits déclics comme ça jusqu'au gros noyau qui prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps, c'est vrai, l'analyse prend un peu de temps. Même ça coûte un peu d'argent, mais ça coûte beaucoup moins cher que d'autres façons d'enterrer son angoisse. Alors, ce que je veux faire remarquer dans ces quelques mots, c'est que ce soulagement ne semble concerner, au fond, que assez peu de personnes, si on y réfléchit bien. C'est-à-dire, admettons, j'ai fait un compte dans ma tête, mais quoi? En France, il peut y avoir 20 000 personnes, psychanalystes, psychologues, psychiatres, travailleurs sociaux, qui se réfèrent
qui ont un mode de compréhension psychanalytique et qui aident à dénouer les problèmes de cette façon-là. C'est pas beaucoup. Admettons qu'ils aient une cinquantaine de personnes en relation par an. Ça fait quoi? Ça fait 100 000 personnes. C'est pas beaucoup. La psychanalyse semble n'intéresser que très peu de gens. Hein. Je veux dire, c'est très peu comparé à la quantité énorme de personnes qui souffrent de problèmes psychiques. Parce qu'il faut mesurer cette quantité énorme. Je veux dire, c'est quelque chose qui est complètement passé sous silence. Ce qui s'appelle la dépression, j'en dirai un mot tout à l'heure, c'est la principale pathologie en France, avec énormément de corrélats psychosomatiques, arrêt de travail et autres. C'est tout à fait énorme. Ça touche en fait plusieurs millions de personnes. Et c'est généralement pas abordé grâce à la psychanalyse, mais c'est abordé essentiellement à coup de médicaments. Médicaments, oui, bah oui, c'est quoi? C'est comme d'habitude, c'est des drogues, comme les drogues ordinaires, comme une petite cigarette, un petit coup de rouge, etc. Voilà, c'est vrai que ça fait des petites illuminations, mais ça ne touche pas le fond du problème. Les médicaments ne touchent pas le fond du problème. Ce sont des palliatifs. Alors, donc, le premier point que je souligne, c'est que la psychanalyse a un rôle beaucoup plus important dans la société que le traitement des problèmes individuels. C'est ça que je veux souligner ici, en ce lieu qui traite des problèmes de toute la société. La psychanalyse, elle a un rôle de révélateur qui va bien plus loin que le soulagement des problèmes individuels dans les cabinets de psychanalystes à voix basse, voilà, avec les petites étincelles que j'ai dit. La psychanalyse peut révéler des problèmes qui concernent l'ensemble de la société. Par exemple, pour ce qui concerne la condition des enfants, ou les violences faites aux femmes, ou la façon extrêmement coûteuse et inefficace dont la santé mentale est abordée en France, eh bien, la psychanalyse a un rôle qui concerne toute la société de ce point de vue. C'est-à-dire que la psychanalyse peut dire des choses que les autres branches du savoir ou les autres pratiques ne peuvent pas découvrir concernant l'inconscient. Donc il y a une spécificité de la psychanalyse à cet égard. Il ne faut pas oublier que la moitié de l'œuvre de Freud est consacrée à la vie en collectivité. Elle a un sens politique. Par exemple, le livre qui s'appelle Psychologie des foules et à l'analyse du moi, ou bien le très grand livre Moïse et le monothéisme, qui montre la structure générale des sociétés, ça concerne une dimension politique de la psychanalyse. La moitié de l'œuvre de Freud ne concerne pas la cure et le secret du cabinet. Il ne faut pas oublier aussi que jusqu'aux horreurs de l'avènement du nazisme en 1933, Freud a pensé que la psychanalyse pouvait avoir un rôle politique dans un sens très particulier. Par exemple, il a soutenu très activement la création de dispensaires gratuits à Vienne, à Moscou, à Berlin et ailleurs. Voilà. Alors, il faut s'entendre sur ce qu'on veut dire par politique de la psychanalyse, qui concerne toute la société. Ce n'est pas quelque chose qui correspond à nos critères habituels, droite et gauche. C'est pas du tout ça, a priori. C'est-à-dire que la psychanalyse est à même de montrer quelque chose qui vaut pour toute la société et qui est nécessaire pour que des problèmes mal posés, inconsciemment posés, méchamment posés, que la souffrance se soulage. Voilà, ça on peut dire d'une manière générale qu'il faut bien distinguer ce qu'on entend par politique de la psychanalyse et notre schéma habituel de la politique. Mais il faut voir aussi que sans préjuger droite et gauche, a priori tout du moins, eh bien, il faut dire que d'une façon générale, les hommes politiques ne sont souvent pas très favorables à la psychanalyse. Parce qu'elle montre quoi? Je veux dire, un homme politique, il a un désir particulier, un désir de pouvoir, un désir de domination.
Eh bien, en plus, ce que la psychanalyse peut montrer, c'est que sous ce pouvoir de domination, il y a aussi très souvent, en tout cas de manière tellement régulière pour beaucoup d'hommes politiques, ça finit par être un invariant inconscient du désir de faire de la politique, c'est que ceux qui occupent le pouvoir trompent souvent ceux qui les élisent. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas s'en empêcher, en fait. En fait, ils ne peuvent pas s'en empêcher. C'est plus fort qu'eux, quoi. Enfin, pour beaucoup, pas tous, hein, il y en a qui sont gentils. Enfin, où ça? Enfin, bref. Par exemple, la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre. Non, mais c'est un symbole politique. Elle est richissime, elle risque rien. Je veux dire, la révolution ne s'annonce pas pour demain aux îles Britanniques. Eh bien, qu'est-ce que fait la reine d'Angleterre? Elle ne peut pas s'empêcher d'aller mettre son argent dans les paradis fiscaux. Non, enfin, c'est dingue. Je veux dire, il y a quelque chose qui, quand quelqu'un occupe un pouvoir, d'une espèce de perversion. Oui, j'ose pas dire le mot. J'ose pas dire le mot parce que ça, on peut pas faire de généralité non plus. Hein, voilà. Par exemple, prenez un homme surpuissant comme Ghost, le type de Renault, le type de Renault, richissime, richissime. Qu'est-ce qu'il a besoin de voler de l'argent au fisc japonais? Il n'a pas pu s'en empêcher. Voilà. Il y a quelque chose dans le désir de pouvoir, un désir inconscient qui, parce qu'il est inconscient, provoque la haine des hommes, de beaucoup d'hommes politiques pour la psychanalyse. C'est réglé comme du papier à musique. Voilà. Et c'est ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a constamment de grandes campagnes qui existent, qui sont destinées à dénigrer la psychanalyse, à la ridiculiser, à dire que c'est une chose du passé. Et je pense que c'est important de voir ce désir inconscient, de cette haine de la psychanalyse inconsciente. Parce qu'on a l'habitude de mettre en avant que les lobbies pharmaceutiques, etc., qu'ils ont un grand intérêt à marginaliser la psychanalyse pour vendre beaucoup de médicaments. C'est vrai. Hein. Par exemple, aux États-Unis, où la psychanalyse a été marginalisée, il y a 6 millions d'enfants sous Ritaline, qui est une drogue répertoriée comme dangereuse dans les nomenclatures françaises. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a ces lobbies qui travaillent constamment. Mais il ne faut pas négliger qu'il y a constamment des campagnes qui sont dues à la peur de voir révéler le désir inconscient. C'est ça. Le désir fait peur. Il y a de quoi d'ailleurs, parce que le désir n'est pas tendre. Pour chacun intimement, notre désir nous fait souvent souffrir. Alors vous voyez quel est le grand rôle que la psychanalyse peut tenir tout de suite, avec les quelques points que je viens d'évoquer, concernant les enfants. Hein. Pour les enfants qui ont des problèmes à l'école, de quoi il s'agit? De quoi il s'agit? Soit ils ont des problèmes familiaux, soit ils ont des problèmes sociaux. Hein. Soit il y a une ségrégation sociale qui font que ils ont des problèmes, hein, effectivement, qui sont liés soit à un problème de famille, soit à la ségrégation sociale. C'est là qu'il y a des problèmes. Hein. Et pourtant, il existe de grandes campagnes actuellement en France, prétendument scientifiques, sous le couvert prétendument de neurosciences qui, à mon sens, sont pas vraiment des neuroscientifiques, pour faire croire que de tels enfants sont des handicapés de naissance, que c'est un problème qu'ils ont dans la tête. Hein. Voilà, qu'ils souffrent de problèmes génétiques. Ils le disent carrément, ils n'ont pas peur, hein. Des problèmes génétiques. Hein. Le dénommé Ramus, qui est membre du Conseil scientifique national de l'éducation nationale, il a publié des articles, 50% des enfants, c'est d'origine génétique. C'est un mensonge. Et plusieurs généticiens ont répondu dans le journal Le Monde qu'il n'y avait aucune preuve en ce sens. Ils ne se rendent pas compte, ces gens-là, de ce qu'ils disent. Parce que qu'est-ce que c'est que ces thèses génétiques? C'est l'eugénisme. Hein. C'est l'eugénisme, il faut le dire carrément. Il faut le dire carrément, je veux dire, ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. Hein. C'est quoi? C'est ce qui existait déjà bien longtemps avant les médecins qui ont précédé le nazisme, hein, l'eugénisme.
C'est de naissance. Voilà. Ben non. Hein, voilà. C'est une grande tâche de la psychanalyse que d'expliquer que ce n'est pas vrai. Que la raison des blocages des enfants n'est pas dans leur cerveau, qu'ils ne souffrent pas de ces fausses maladies diagnostiquées comme dyslexie, dysorthographie, TDAH, etc., hein, troubles du comportement, mais que leur problème, c'est un blocage de leur vie psychique et qu'il faut les écouter pour les aider à débloquer ces problèmes. Hein. Et il y a actuellement dans les écoles, ça existe dans les écoles, je veux dire, je ne dis pas attention, non, ça existe. Des directives qui sont données au sein des écoles pour que les enfants soient testés et orientés en conséquence, le plus souvent par des traitements, par des médicaments, j'en ai parlé, la Ritaline, qui résolvent absolument aucun problème. Voilà. Le diagnostic de TDAH, ça veut dire agité, c'est un faux diagnostic qui est dangereux parce qu'il peut recouvrer aussi bien des problèmes à un enfant qui ne supporte pas le système pédagogique actuel, qui est rebelle. Ben, la rébellion, ce n'est pas une maladie à ma connaissance. Voilà, c'est le système qui n'est pas adapté. Moi, j'ai été très rebelle à l'école et je ne m'en suis pas trop mal tiré. Donc, je veux dire, ça peut être ça, ça peut être aussi les problèmes familiaux, comme j'ai dit tout à l'heure, ou des problèmes de société. Donc, avec ce faux diagnostic, eh ben, ça y est, tout le monde est supposé de prendre des médicaments, parce que quel enfant ne sera pas agité un jour ou l'autre, hein. Alors, tout ça, ça masque le fait qu'en même temps, il y a quelques enfants, effectivement, qui ont des problèmes effectifs. Mais ce faux diagnostic masque, recouvre les problèmes spécifiques. Donc, c'est le faux diagnostic qui est dangereux. Voilà. Sans ça, tout le monde aura des médicaments. Hein. Voilà. Donc, c'est la même chose, par exemple, pour les classements dyslexie, dysorthographie, tous ces problèmes-là. Hein. C'est considéré comme des problèmes, comme des handicaps. Hein. La dyslexie est considérée comme un handicap. La dyslexie, mais c'est quoi? C'est au moment d'apprendre à écrire un enfant. Un enfant, il commence comment? Ben, il fait des dessins, son corps, un petit rond, des têtes, etc. Et puis après, il fait les bonshommes se bagarrent, ça fait une histoire, ou bien il y a un bébé, une landau, des poussettes. Et puis il arrive le moment où il faut signer le dessin. Il faut signer le dessin. Ben, ça ne peut pas se dessiner. Le nom propre ne peut pas se dessiner. Hein, voilà. Tous les enfants commencent par écrire en écrivant des pseudo-lettres qui sont leurs signatures. Alors, imaginez si ces enfants ont des problèmes, par exemple ce qui s'appelle une antiquité, le complexe d'Oedipe, s'ils ont des problèmes avec leur père, ils vont avoir du mal à rentrer dans l'écriture, forcément, puisque c'est comme ça que ça commence, par le nom propre. Ils vont avoir du mal. Hein. Donc les enfants dyslexiques, eh ben, c'est clair, il faut simplement, je dirais, parler avec eux, éventuellement avec leur famille, pour débloquer un problème qui n'est nullement un problème génétique ou je ne sais pas quoi. Hein, nous avons tous été dyslexiques, au moins un jour ou deux dans notre vie. C'est-à-dire nos lettres ont eu du mal à se mettre en place. Hein, nos lettres, ce sont nos corps transformés, nos lettres nous ressemblent. Hein, voilà. Donc, ça, on voit bien que la psychanalyse peut avoir un rôle de révélateur par rapport à ces grandes campagnes qui sont faites pour classer les enfants de cette façon, hein, pour les diagnostiquer de cette façon. Hein. De pauvres, des gamins qui disent je suis un handicapé. Mais c'est d'une tristesse d'entendre des choses comme ça. Ça fait peur quand même. Hein. Voilà. Alors ça rentre dans un cadre d'un problème beaucoup plus général pour lequel la psychanalyse a un grand rôle d'éclaircissement. C'est toute la nomenclature de faux diagnostics. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. La dépression, par exemple. La dépression, bon, c'est trompeur, parce que c'est la même chose. Si on emploie ce diagnostic qui nous vient d'où? Qui vient du DSM américain, hein, qui l'ont imposé grâce à l'OMS, c'est faux diagnostic. Dépression, ça peut être aussi bien quelque chose de grave et même de très grave que quelque chose d'absolument banal. Je veux dire, si quelqu'un vient d'avoir un deuil, c'est normal qu'il soit déprimé, ou même que ça dure un peu, que le deuil dure un peu, ou des choses comme ça. Hein. Ou alors s'il y a des problèmes de dépression, comme on dit, à cause de la sexualité, hein,
qui est quand même une cause majeure parce que la sexualité, ça se passe pas tout seul, c'est pas si facile. Enfin, ça dépend, mais voilà. Alors, si on traite quelqu'un qui a des problèmes à cause de ce qu'il y a de conflictuel dans le rapport de couple, si on le traite avec des antidépresseurs, eh ben, d'abord, il va grossir, très souvent, et puis il va être encore plus déprimé. Donc, non, c'est pas ça. C'est que les antidépresseurs vont l'inhiber sexuellement. Donc, il va être encore plus déprimé. Donc, il va prendre des antidépresseurs toute sa vie. Et c'est ce qui se passe. Les gens ont des indications d'antidépresseurs toute leur vie. Hein. Voilà. Mais je pourrais dire la même chose avec le diagnostic de bipolaire. Nous sommes tous bipolaires. Un jour ça va, un jour ça va pas. C'est évident. Hein. C'est évident. Parce que dès que le désir arrive à obtenir quelque chose, eh ben, c'est pas ça qu'il veut. Donc on tombe dans un trou. Et je veux dire, c'est naturellement qu'il existe un cycle bipolaire. En fait, nous sommes tous bipolaires. Hein. Voilà. Ça veut dire on est tous susceptibles de prendre des médicaments. Hein. Donc, mais c'est ça. Je veux dire, le diagnostic DSM, c'est ça. C'est coller des médicaments à tout le monde. Hein. Et pour faire quoi? Que la vie soit aplatie, en effet. Bon, ça, on dirait que ça va. Mais la vie n'est plus la vie. La vie n'est plus... Je veux dire, la vie, c'est quoi? C'est les chaos de la vie aussi. Et puis les moments, les beaux moments. Hein. Voilà. Et enfin, il y a un problème majeur pour lequel la psychanalyse a un rôle important à jouer dans la société, c'est intervenir sur la question de la violence faite aux femmes. Ça, c'est un grand problème qui monte dans notre société. Je veux dire, c'est un grand bouleversement de notre société sur lequel la psychanalyse peut dire des choses tout à fait précises. Pourquoi les hommes ont opprimé les femmes pendant autant de millénaires, hein. Et ils ont eu pour cela des raisons inconscientes. Ils ont peur des femmes, il faut le dire. Hein. Donc, ils ont peur à cause de quoi? À cause de leur beauté, à cause d'une certaine forme de supériorité, d'un pouvoir qu'ont les femmes qui n'oppriment personne, alors que les hommes, devant ce pouvoir, n'ont que la violence comme recours, en leur offrant comme solution, comme façon de vivre. Quoi donc? Il ne faut pas l'oublier. C'était encore le cas il y a une cinquantaine d'années. Soit la prostitution massive, la prostitution était la pratique normale de la sexualité masculine jusqu'il y a environ 50 ans. Hein. Soit être mère, ça va. Être mère, mais c'est quoi être mère? Comme le disait Freud dans une lettre, au bout de 3 ans pour une femme avec 3 enfants, la vie devient un enfer. C'est plus une vie de femme, c'est une vie de mère. Voilà. Hein. C'est donc écrasement de la féminité comme destin imparti par les hommes aux femmes. Hein. Voilà. Et pourquoi les hommes, ils ont une telle volonté d'oppression? Ils ne se rendent pas compte. Encore aujourd'hui, dans notre société, je suis trop long. Ça va. J'ai fini là. Encore aujourd'hui, dans notre société, les hommes ne se rendent toujours pas compte de ce que subissent les femmes. Ils ne se rendent pas compte. Voilà, ça leur échappe. Ils trouvent que le harcèlement sexuel, c'est simplement courtisé. Alors que pour une femme au travail qui veut garder son travail et qui est harcelée sexuellement, c'est odieux. C'est absolument odieux, ça la rend malade. Voilà. Voilà, pourquoi est-ce que les hommes se comportent comme ça avec les femmes? C'est qu'eux-mêmes, dans un système patriarcal et oppressif, ils sont opprimés. Ils sont quoi? Ils sont féminisés. Hein, ils sont traités comme des femmes par leur patron, par le chef de l'État, etc., qui les humilie. Donc, ils se vengent sur les femmes. Les femmes sont l'exutoire de la société depuis le début de l'histoire. Donc ça, c'est des motifs inconscients sur lesquels la psychanalyse peut dire quelque chose. La psychanalyse n'est pas neutre, je conclus en disant ça. Elle est au service de la société. Ceux qui prétendent qu'elle doit rester neutre, en fait, ils sont au service de l'état actuel des choses.
Voilà. Donc je dirais ça pour conclure, la psychanalyse elle est au service de la libération des hommes et des femmes. Voilà. Freud est un jeune homme, je dirais pour conclure, un jeune homme, pas un jaune homme ayant un gilet jaune, pas du tout. C'est pas ce que j'ai voulu dire, pas faire de la propagande pour les casseurs. Mais Freud est un jeune homme, je crois, dans notre société. Voilà, j'arrête là. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Ah, allez-y, Yvan, là-bas. Remercie. Il y a eu l'affaire Bensoussan dernièrement. Cet historien, Georges Bensoussan, qui a déclaré, en interprétant une parole d'un philosophe algérien, que les enfants musulmans têtaient l'antisémitisme au sein de leur mère. J'aimerais avoir votre réflexion sur ce sujet, parce qu'effectivement, il y a un problème d'éducation et d'ambiance familiale qui peut donner des pressions sur l'enfant. Vous avez raison, c'est un problème d'éducation générale qui doit être pris en charge par, non pas de manière individuelle, mais de manière globale au niveau de l'État. Pour tout ce qui concerne, je dirais, le racisme en général, l'exclusion. J'ai parlé seulement de l'exclusion des femmes, mais il y a aussi tous les gens qui sont eux-mêmes exclus dans une société. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont exclure à leur tour. Donc les Arabes vont s'en prendre aux Juifs, etc. C'est un problème politique d'ensemble, je crois. Mais enfin, c'est peut-être pas exactement la question. Voilà. Mais juste un mot, j'ai voulu dire. Voilà. Si vous n'avez plus de questions, on peut passer à M. Feldman, qui est là-bas. Non. Ici. Excusez-moi, je voudrais poser une question avant une autre intervention. Je suis obligé de réagir en tant que généraliste à ce qui a été dit. C'est vrai qu'on a tendance à prescrire beaucoup de médicaments. Ceci dit, il y a quand même 2 cas où la médecine a son mot à dire. Par exemple, le cancer de la mâchoire de Freud. On peut tout expliquer, mais on peut expliquer aussi que le fait de fumer, ça ne l'a pas arrangé. L'autre cas, c'est celui des bipolaires. Bon, on est tous bipolaires, c'est vrai, mais j'avoue que le lithium a donné d'excellents résultats, même si ça a gommé beaucoup la personnalité de nos malades. Alors, je voulais savoir si on peut tirer un peu la couverture vers les généralistes pour leur donner un peu raison. Merci. Non, j'ai été trop rapide. Je veux dire, c'est évident qu'il existe des cas spécifiques où les médicaments ont leur rôle. Le problème, c'est qu'avec les nouveaux diagnostics qui existent depuis 20 ans, c'est tout le monde qui risque de prendre des médicaments indûment. C'est tout. Mais évidemment que les généralistes ont un rôle spécifique à cet égard d'arriver à faire la part entre ce qui est grave et ce qui n'est pas grave, quoi. Pas rentrer davantage dans les détails. Voilà. Je ne sais pas si ça vous satisfait, cette réponse. Monsieur Feldman, allez-y, c'est à vous. Il y a encore quelqu'un. Ah, pardon. Non, juste une remarque pour aller dans le sens de ce qu'a dit monsieur. C'est aussi la question de la psychiatrie. Et il est vrai qu'on ne peut pas comme ça faire un trait sur les grandes maladies psychiatriques. Ben ouais, mais c'est un peu confusionnant. Et personnellement, je trouve que c'est ça qui discrédite un peu la place des psychanalystes, alors qu'en fait, il y a de la place pour tout le monde à pouvoir partager vraiment le savoir des uns des autres et pas faire un amalgame au nom de ce débat social aujourd'hui qu'on connaît malheureusement, de cette banalisation de la prescription des psychotropes. Mais attention à pas, du coup, soi-même banaliser et éradiquer, enfin, enlever la place des grandes maladies psychiatriques qui sont malheureusement le commun des généralistes et des psychiatres. Vraiment, faites attention. C'est bon ?